Merci. Alors donc on va élargir un petit peu plus la focale en fait que les troubles cognitifs. Il m'a paru intéressant de parler de façon plus globale des troubles neuropsychologiques, post-cérébro-lésions acquises et du problème des addictions. Donc je ferai un peu la partie, on va dire, scientifique et Benoît Pellabra, qui est un patient aidant et expert, nous fera part de son témoignage au fur et à mesure. On a l'habitude de travailler ensemble pour un certain nombre de formations. Alors, tic. Ah, pardon. Alors, dans les troubles neuropsychologiques, classiquement, pour peut-être les personnes qui ne sont pas forcément familiarisées, on distingue de façon un peu artificielle, d'une part les troubles purement cognitifs et d'autre part les troubles psychocomportementaux. Dans les troubles cognitifs qu'on va rencontrer le plus souvent, ils font partie de ce qu'on appelle le handicap invisible. Et ça, je pense qu'il faudra qu'on revienne sur cette notion parce que aussi dans les addictions, qui peuvent être des causes de handicap, le mot n'a pas été prononcé chez nos confrères addictologues, mais je pense que finalement ça peut vraiment entraîner des handicaps sociaux. Eh bien, très souvent, en tout cas pour nous, ce handicap ou cette consommation de produits est invisible. Eh bien, c'est pareil chez les cérébrolésés, il y a tout un tas de séquelles cognitives qui sont invisibles. Donc, par exemple, la fatigabilité, la distractibilité, les troubles de la mémoire, la lenteur, la désorganisation, voilà. Sur une consultation ou si on n'a pas l'habitude, on peut penser que la personne est fatiguée, qu'elle est déprimée, qu'elle est inattentive, qu'elle est immature. On peut stigmatiser aussi. Mais on ne pensera pas forcément qu'il s'agit de troubles cognitifs si on n'a pas cette idée et si on n'est pas un peu spécialisé. Donc ça, c'est un premier message pour nos confrères, nos consoeurs addictologues. Si vous commencez à avoir des patients et si vous recherchez ce type de troubles, probablement ils sont dus aussi aux addictions, mais derrière, il faut systématiquement chercher un problème de lésion cérébrale. Alors pourquoi ? Parce que la lésion cérébrale, souvent ceux qui n'ont pas l'habitude disent, nous dans nos services, on n'en a pas. On a entendu ça depuis 3 ans dans tous les services qu'on a rencontrés. Et puis en fait, quand on explique ce que c'est, les gens disent, ah mais oui, mais finalement on en avait. On en avait des lésions, on en a des cérébro-lésions acquises. Parce que ça peut être des lésions cérébrales acquises modérées avec des handicaps invisibles. Par exemple, pour le traumatisme crânien léger avec syndrome post-commotionnel, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes par an qui vont avoir un traumatisme crânien dit léger, dont à peu près 10% vont garder des syndromes post-commotionnels extrêmement invalidants sur le plan personnel, familial et social. Et ce syndrome post-commotionnel, il est très stigmatisé parce qu'on dit il n'y a pas eu de lésion cérébrale, c'est pas grave, c'est du cinéma, c'est un profiteur. Et donc ça, évidemment, c'est très dépressogène et c'est un risque important de consommation et de compensation par des addictions. Voilà, alors dans les troubles neuropsychologiques, il y a les troubles cognitifs qu'il faut chercher et ensuite qu'il faut quantifier par des tests. On ne peut pas soigner une personne cérébralisée si on n'a pas un bilan neuropsychologique. Ça, c'est le deuxième message que je voudrais lancer pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Mais vous faites un bilan neuropsychologique avec une neuropsychologue et elle va vous éclaircir les yeux en disant voilà, il y a tel problème, tel problème, tel problème. Et tout à coup, le handicap sera parfaitement visible. Les troubles psychocomportementaux, dans les différentes classifications récentes, on met les troubles en excès et qu'on connaît bien, et surtout les troubles en défaut. Alors, les troubles en excès, on imagine toujours la personne cérébralisée, irritable, désinhibée, agressive, gênante, etc. Mais en fait, ça n'est que
20%, on va dire, des personnes cérébrosées. La plupart du temps, au contraire, étant donné que le cerveau fonctionne moins bien, ce sont des comportements par défaut. Alors, il y a des comportements où il y a déjà des émotions. L'anxiété, la dépression, c'est plus de 50% de nos sujets. Et puis après, des comportements plutôt inhibition, apathie, adynamisme. Voilà. Et donc ça, c'est très important parce que c'est des personnes qui vont être plus difficilement mobilisables. On a envie de leur dire, mais donne-toi un coup de pied dans les fesses, t'as qu'à faire des efforts. Mais non, la personne ne peut pas parce qu'au bout d'une demi-heure, le cerveau est complètement fatigué et ça s'arrête. Je mets aussi l'insomnie, hein, parce que les troubles du sommeil, on en parlait tout à l'heure avec un collègue, sont extrêmement fréquents. Et bien entendu, évidemment, les addictions. Alors les addictions, on n'a pas de chiffres très précis sur le taux d'addiction parmi les personnes cérébrolésées. On va avoir l'enquête du CREAI qui va démarrer sur l'Aquitaine là dans quelques temps, et on espère avoir des chiffres un peu importants. Je ne sais plus, comme ça j'aurais dit d'impression, peut-être 10 à 20% de nos personnes cérébrolésées ont des problèmes d'addiction. Mais bon, sous couvert de l'enquête. Alors, l'évolution de ces troubles, sur le plan cognitif, c'est relativement tracé. Il faut savoir que pendant à peu près 3 ans, après la lésion cérébrale, on va avoir des progrès. Ce qui fait que la personne, par exemple, au départ était dans le coma, et puis elle se réveille, et puis elle se met à parler, elle se met à communiquer, etc., etc. Et elle revient à un fonctionnement presque normal. Et c'est là le mot « presque » qui est important, parce que à la suite d'une lésion cérébrale acquise, on ne retrouve jamais l'intégralité de ses capacités cognitives. Il manque toujours un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, qui est souvent invisible, c'est ça qui va bugger dans la réinsertion sociale, professionnelle ou familiale. Mais en général, on a cette plasticité cérébrale, cette récupération du cerveau qui est assez continue sur une période de 3 voire 4 ans. C'est important aussi ça parce que des fois, on a tendance à arrêter la rééducation cognitive, le réentraînement cognitif trop tôt. Par exemple, il y en a qui disent bah, au bout d'un an, ça ne sert plus à rien, on arrête les séances d'orthophonie, on arrête les séances de neuropsycho. Et en fait, c'est beaucoup trop tôt parce que les gens d'expérience font des progrès pendant plusieurs années. Témoignage. Bonjour à tous et à toutes et tous. Sur les problèmes de troubles psychocomportementaux, il y a beaucoup aussi pour se rééduquer, pour revenir au mieux et au plus vite. Je reviens sur la paire aidance. C'est l'aide des pairs pour nous faire comprendre et accepter notre situation de handicap. Tant qu'on n'a pas passé ce cap-là, les portes vont rester fermées et on mettra du temps à redevenir sur des cours d'ergothérapie, d'avoir un moniteur éducateur, etc. Donc la chose primordiale, c'est d'abord de comprendre et d'accepter son handicap. Ce qui a marqué, vous voyez, récupération psychologique, prise de conscience et deuil. Deuil, on ne peut pas faire un deuil de notre vie. On l'a vécu, on en est fier de ce qu'on a fait. Maintenant, il faut savoir prendre un autre tournant et de faire de son handicap une force. Voilà. Merci. Donc effectivement, les troubles psychocomportementaux, ils ont une évolution beaucoup plus complexe et beaucoup plus aléatoire que les troubles cognitifs, à la fois en raison de processus neurologiques ou neurophysiologiques de réparation. Par exemple, l'éveil de coma, ça peut être extrêmement agité, hein, mais là, c'est des processus de perturbation purement neurophysiologiques. Et quand ces perturbations se calment avec les traitements, avec les prises en charge et avec l'évolution naturelle, bah, tout à coup, le comportement redevient normal. Et puis, il y a des processus cognitifs de récupération
Par exemple, plus on récupère au départ, plus les personnes vont être satisfaites, heureuses, optimistes, ça souvent pendant la première année. Et donc paradoxalement, souvent les personnes sont moins dépressives, moins déprimées la première année que par la suite, alors qu'elles sont beaucoup plus handicapées, mais parce qu'elles ont cet espoir. Et puis ensuite intervient la prise de conscience, progressivement, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 7 ans pour la prise de conscience sur la partie professionnelle. Cette prise de conscience est extrêmement douloureuse parce qu'il y a de la frustration, il y a du renoncement, il y a la dépression, il y a du déclassement. Et donc, à ce moment-là, il y a du deuil. Il y a du deuil. Et dans ce cas-là, évidemment, ces personnes sont extrêmement fragiles à l'addiction qui peut devenir un moyen de compensation. J'insiste aussi sur l'importance de l'environnement sur les troubles psychocomportementaux. Vous voyez que c'est extrêmement complexe. Et le principal environnement, c'est la famille. Et donc, si la famille a déjà des problèmes avant, ou à l'inverse, s'il y a une famille qui est déjà stable, sécurisante, on peut avoir des troubles du comportement complètement différents. Parce que la personne cérébrolésée est un peu comme une éponge émotionnelle et va ressentir de façon très dure les difficultés éventuelles familiales. Bien entendu, le travail, les situations administratives, n'en parlons pas, la complexité des dossiers qu'il faut monter, que ce soit au niveau judiciaire, que ce soit au niveau administratif, l'attente de compensation, la mise en danger au niveau du logement, enfin, tout ça c'est extrêmement stressant. Et évidemment, ça peut être aussi de mauvaises raisons pour commencer à consommer. Alors, il y a un parcours de soins normalement qui est relativement balisé, la phase aiguë, la phase de rééducation, la phase de réinsertion. Voilà, donc ça c'est ce qu'on nous apprend. Les organisations de santé sont conçues dans ce sens et on va voir qu'on est plus ou moins performant en fonction des étapes. En général, on est plutôt bon en France dans le stade aigu, les services d'urgence, les équipes neurovasculaires, les progrès dans la neurochirurgie, dans l'orthopédie. En général, jusque-là, ça va très bien. Il y a eu d'énormes progrès. Avant, les gens mouraient de leur lésion cérébrale. Maintenant, ils survivent. Nous, en tant que MPR un peu senior, on a vraiment vu, par exemple, pour l'accident vasculaire cérébral, il y avait un taux de mortalité considérable il y a 20 ans, avec un taux de handicap, d'hémiplégie extrêmement sévère. Aujourd'hui, il y a eu des progrès absolument incroyables sur la survie et sur la diminution du handicap. Mais bien entendu, le handicap invisible, il persiste toujours. Ensuite, il y a une phase de rééducation et d'adaptation. Donc ça, c'est toutes les unités d'éducation. Et c'est là que le bas commence à blesser. Parce que, Patrick, je ne sais pas où tu es, ça c'est ton combat. On manque cruellement de centres de rééducation spécialisés pour la neurologie, on va dire dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, malheureusement, il y a un certain nombre de cérébrolésés qui échappent à cette rééducation et on a des cas tous, actuellement on est en train de traiter des cas de patients qui sont hospitalisés dans des services de médecine générale, qui ont des lésions cérébrales et qui ont une perte de chance absolument manifeste. Donc ça aussi le rôle du CLANA, de pouvoir détecter ces cas, de pouvoir aussi influencer sur les politiques régionales et nationales pour développer au mieux ces services de rééducation qui par ailleurs sont en général d'excellente qualité. Voilà, donc ça c'est le temps de la rééducation, la kiné, l'orthophonie, les psychologues, l'infirmière, etc. Voilà. Donc quand on prend en charge une personne cérébrolésée, n'oublions pas dans les principaux piliers de la prise en charge ces aspects de rééducation, car s'ils ne sont pas présents, on augmente les risques de décompensation. Et puis la phase de réinsertion, donc normalement ça c'est au bout de 2-3 ans après la lésion, c'est le retour dans la famille d'abord, qui est un élément
absolument majeurs, et puis des fois on a des retours précoces. Moi j'ai des témoignages de patients qui sortent de services de réanimation avec une lésion cérébrale et qui retournent à domicile une semaine après dans un état de confusion mentale. Et c'est toute la famille, et c'est le conjoint ou la conjointe qui doit gérer un état de quasiment un état d'éveil à domicile. Alors que pourtant il y a tout un maillage d'établissements et de services médico-sociaux qui est très important et qui malheureusement est souvent mal connu des services qui ne prennent pas en charge habituellement la cérébrolésion. Par exemple, on a les SAMSA, les SAVS, les équipes mobiles, les HAD, les UROS, les pôles ressources, enfin, il y a plein de choses. Certains critiques disent oui, mais ça fait un millefeuille, on n'y comprend plus rien, votre chose. À la limite, même si on ne comprend pas tout, sachez que les pôles ressources, par exemple, ou les SAMSA, ou les UROS, sont des points d'entrée à partir duquel vous pouvez présenter une situation qui sera ensuite bien orientée, bien coordonnée, bien dispatchée. Une des problématiques, c'est le non-remboursement ou le faible remboursement des psychothérapeutes en secteur libéral et la saturation des psychiatres aussi en secteur libéral. Voilà. Les activités, c'est un pilier très important. Une personne cérébrolésée, comme toute personne, mais plus spécialement les personnes cérébrolésées inactives, est une personne cérébrolésée qui va être en souffrance et, on va le dire un peu méchamment, qui va faire des bêtises. Et d'ailleurs, les bêtises, il y a les addictions. Quelqu'un qui va rester toute la journée sur son canapé, il va fumer des cigarettes, il va consommer plus de vin, etc. Donc, il est impératif que ces personnes aient de la rééducation, des occupations, et si possible une activité professionnelle. Voilà, c'est des grands principes. Donc la particularité de la cérébrolésion acquise face aux conduites de mésusage, c'est la compensation, la perte de contrôle. Je passerai rapidement, vous avez compris que ce sont des personnes en fragilité médico-psychosociale et qu'en plus le cerveau lui-même étant lésé, il va y avoir une diminution. On parlait tout à l'heure du contrôle frontal, si on a des lésions frontales, on va avoir moins de contrôle de la consommation, avec plus de dépendance, de tolérance, et du coup après une augmentation progressive des consommations. Alors, quelques mots sur la prise en charge des addictions chez la personne cérébrolésée. On est très embêtés, nous, dans notre secteur, par des éléments de stigmatisation. Et la première chose qu'on entend dire, pourtant avec nos collègues addictologues qui sont très bienveillants et très compétents, Emmanuel, on en a parlé, je ne sais pas où tu es, quand tu as commencé à travailler avec nous dans le groupe de travail, le premier truc que tu m'as dit, oh, des cérébrolésés, moi, dans mon expérience, ça ne marche jamais, c'est une cause d'échec systématique. J'ai bien ricané à ce moment-là. Après, il y en a d'autres qui... Voilà, peut-être que ce que tu recevais était le plus grave. Voilà, tu peux t'en sortir comme ça si tu veux. Après, ce qu'on entend aussi, c'est les troubles neuropsychologiques sont une cause d'échec trop importante. C'est-à-dire que ça va être trop compliqué de vous prendre en charge, monsieur, parce que vous avez une lésion cérébrale. Donc, on ne vous prend pas en charge. Peut-être, justement, Benoît, vous aviez ce petit témoignage-là d'un de nos confrères qui n'avait pas voulu de vous. Oui, j'étais allé voir un addictologue pour l'alcool. La première fois, il nous a reçus. J'étais accompagné de l'infirmière d'un SAMSA. Il me dit, très bien, je peux vous suivre. Donc, je vous reverrai. J'y suis revenu, mais j'étais seul. Déjà, occupationnel, il a dit, docteur, c'est où rester sans rien faire, c'est très dur pour nous. Attendre, c'est une pièce qu'on ne connaît pas. Et donc j'ai attendu, je commençais à vouloir partir, le docteur est venu. Il me dit, mais vous partez? Puis je dis oui, ça fait quand même 3/4 d'heure que j'attends. Oui, mais j'ai une urgence. Et ben, je dis oui, mais moi aussi je suis urgent, il faudrait me prendre quoi. Et donc il m'a pris.
De ce fait, je vais dans le bureau, il me dit, finalement, je ne peux rien faire pour vous. Cela relève de la cérébrolésion, pas de l'addiction. Donc, dans ce cas-là, ça fait qu'un tour dans ma tête, enfin ce qui reste. Je lui ai dit, mais l'addiction, que ce soit une cérébrolésion ou pas, il y a de l'addiction. Et l'addiction vient de la cérébrolésion, mais la cérébrolésion me porte sa addiction. Je dis, on fait comment là? Il me dit, ben, je sais pas, qu'est-ce que vous comptez faire? Je dis, bon, vous ne donnez pas de réponse, je ne vais pas vous donner une réponse, c'est vous le docteur, c'est pas moi. Maintenant, vous savez quoi, je vais me débrouiller tout seul et on va voir autre part. De là est partie une crise, pas une crise, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce mot crise, mais on va dire une impulsivité et un énervement qui m'a porté sur l'addiction de l'alcool. Je suis parti du cabinet, je suis allé m'alcooliser, et voilà. Donc après, même je m'alcoolisais même sans ça. Hein. C'est l'addiction, elle dit toujours. Mais c'est un fléau qui porte sur que l'addiction continue. Des comportements comme cela, c'est tous les jours qu'on le vit. De la stigmatisation, on la vit tous les jours par rapport à notre handicap. Et c'est assez lourd à vivre. Hein. Voilà, bon, ça c'est un témoignage. Hein. Bon, c'est pas toujours comme ça, mais ça arrive régulièrement. Et c'est pas non plus que du ressort des équipes d'addictologie. Là où des fois on a le plus de problèmes, c'est avec les équipes de psychiatrie. Avec qui on aimerait bien collaborer, travailler, envoyer des patients. Et régulièrement, on a des équipes qui nous refusent les patients parce qu'ils sont cérébrolésés. Donc nous, on ne s'occupe pas des cérébrolésés. Je ne sais pas où c'est marqué dans les textes. Nulle part. Parce que normalement, la psychiatrie doit prendre en charge les troubles émotionnels et les troubles du comportement. C'est pas marqué nulle part qu'on doit exclure les cérébrolésés. Et puis d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup dans la schizophrénie ou dans les troubles bipolaires, je pense qu'il y a pas mal de lésions cérébrales aussi. Mais bref, malheureusement, on est trop souvent exposé à un rejet de nos patients. Donc ça, c'est vraiment aussi pour ça aujourd'hui qu'on est là ensemble pour collaborer. Parce que quand nos patients cérébralisés sont bien pris en charge par des équipes d'addictologie ou des équipes de psychiatrie qui, pour eux, bizarrement, ça pose pas de problème, eh bien, on voit qu'on obtient des résultats. Et que la cérébrolésion, finalement, c'est pas forcément tant un obstacle que ça. Voilà. Et alors, je voudrais dire aussi une chose, c'est que souvent les psychiatres et les addictologues nous disent, nous, on n'en a pas des patients cérébrolésés. Et en fait, quand on leur explique, forcément, statistiquement, vous devez en avoir. Parce qu'en France, actuellement, il y a à peu près pas loin d'1 million de personnes qui ont des séquelles de lésions cérébrales acquises. Hein, voilà, que ce soit des jeunes, des vieux, des moins vieux. Que ce soit des traumas crâniens modérés, légers ou importants, que ce soit des lésions vasculaires ou que ce soit des tumeurs cérébrales. Donc, statistiquement, c'est très fréquent, mais c'est invisible. Et donc, si on pose des questions, par exemple, de façon systématique à un patient qu'on va pour la première fois, est-ce que vous avez eu un accident? Est-ce que vous avez eu un accident vasculaire? Oui, non. Bon, déjà, c'est simple. Si le patient répond oui, eh bien, on va pouvoir prendre en compte ces lésions cérébrales acquises. Alors, les réalités de terrain. Voilà, 9 exemples et un témoignage. Donc, très rapidement, dans mon expérience personnelle, là, j'ai assez rapidement tiré 9 patients. Alors, certes, on a des cas qui sombrent, hein, des personnes cérébrolésées. Là, monsieur A, malheureusement, maintenant, il est SDF. Il a fait tous les services d'addictologie, mais irrécupérable. Monsieur Z, il est marié, il a un enfant, mais il prend tout ce qui passe. Il est extrêmement frontal. Et je pense qu'il va terminer en prison parce qu'il conduit sans permis. Quand il a bu, il défie les gendarmes. Enfin bon. Et monsieur Leg, lui, il est décédé à force de consommation absolument incroyable. Il invitait tous les SDF du quartier à boire chez lui, à prendre des apéros. Bon, ça, évidemment, c'est des patients cérébrolésés pour lesquels on a tout tenté et ça n'a jamais marché. Et puis on a des patients qui s'en sortent. Monsieur K, qui était un jeune délinquant qui
qui a eu un accident de scooter en état d'ivresse, qui a mordu les pompiers, qui a fait de la prison. Aujourd'hui, il est marié, il a 2 enfants, il est totalement abstinent. Monsieur R, qui était un conducteur de travaux avec une alcoolisation sur les chantiers, etc. Donc lui, il a eu un accident de skate. Et puis un jour, en consultation, comme Monsieur Bou d'ailleurs, on discute de l'alcool. Et il m'envoie un petit message en disant voilà, j'aime bien le whisky, un truc. Et donc je lui pose la question, bien influencé par Emmanuel Palomino, en disant mais cette consommation, c'est combien, c'est tous les jours. Et puis là, on commence à parler de l'alcool. Et je leur pose une question, je ne sais pas si c'était bien ou pas, mais est-ce que vous n'avez pas peur de devenir alcoolique? Et là, les personnes disent, bah oui, je pense que je suis en train de... Et on a mis en place là des consultations d'addictologie, des suivis, des ateliers d'addicto. Et ce sont 2 personnes qui sont totalement abstinentes. Puis entre les deux, voilà, vous avez des personnes qui fluctuent. Madame S, elle prend un grand coup 3 whisky dans la soirée, plus 4 Valium. Et puis elle va être abstinente pendant 1 mois. Monsieur Q à la fin ici, eh bien lui, il consomme le whisky la semaine où il n'a pas sa fille, mais quand il a sa fille, il consomme 0 goutte d'alcool. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que dans nos patients cérébrolésés, surtout le message, c'est qu'il n'y a pas que des patients qui sombrent. Hein. Il y en a qui s'en sortent complètement, puis il y en a qui s'en sortent plus ou moins. Je pense que comme dans tous les patients qui souffrent d'addiction. Et puis Benoît, peut-être si vous voulez nous faire part de votre expérience. Donc, rebonjour mesdames et messieurs. Nous allons voir quelques solutions et mises en place pour remédier aux addictions de l'alcool. Première chose, c'est souvent à cause des valides. J'aime pas ce mot. C'est tout le monde en gros, on est tous valides à des niveaux différents. Bref. La chose qui nous incite à consommer est la non-compréhension et de notre situation. Alors qu'on n'est pas obligé de boire, sauf que si on se retrouve seul, cela devient compliqué. C'est vrai que le portefeuille en prend un coup. Sans parler d'argent, la santé passe avant tout. Pour ma part, c'était une sortie de secours. Quand je mettais le nez dedans, je trouvais cette communication idéale à mes problèmes. Pendant ce temps-là, j'oublie les tracas de la journée. Il y a l'engrenage qui se met en route. Le matin, il faut boire pour affronter la journée. Et là, la spirale est en place. N'acceptant pas la vie que je menais, il aura fallu plusieurs remises en cause personnelles. J'ai trouvé une solution par les pères aidants, car ils sont déjà passés par là, ils savent de quoi ils parlent. Rien n'est plus important que le soutien d'un père, d'où la formation EPOP. EPOP, je vais vous expliquer en quelques mots ce que c'est. Déjà en anglais, je ne vous le dirai pas parce que j'y arrive pas. Mais c'est l'engagement du pouvoir d'agir par les pairs. Voilà. De père aidant et l'implication que l'on a après. Car on se doit d'être exemplaire par rapport aux personnes que l'on soutient et cela nous donne une sortie de secours. Je terminerai par dire que l'on peut très bien se passer de l'addiction en retrouvant une vie normale et la reconnaissance des professionnels par leur confiance et espérance en nous. Par rapport aux professionnels, je rajouterai juste 2 petites lignes. Les professionnels, comme j'ai dit dans le témoignage d'avant, ils y sont un peu aussi une petite partie fautifs. Car quand on est cérébrolésé,
on n'a pas tout le temps la possibilité de comprendre les mots qu'ils utilisent. Donc là, il y a de la frustration qui arrive, de l'énervement, d'où le trouble du comportement. Et de là, on repart vers l'alcool en sortant du cabinet. Donc les professionnels ont un rôle à jouer aussi de pouvoir. C'est pas à nous à nous adapter à eux, mais c'est à eux à s'adapter à nous. Et c'est là où des fois le bas blesse. Voilà, j'ai terminé. Voilà, c'est toujours un peu punchy hein, avec Benoît. On n'en sort pas indemne, mais on apprend beaucoup. Voilà.